émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Ça fait exactement 6 mois. Pas 6 mois que je suis venue te parler, mais 6 mois que je suis venue te parler en solo, puisque j'ai démarré l'émission de l'année, le 8 janvier, avec ce fameux syndrome de l'imposteur, et j'étais seule pour l'animer. Et je me souviens bien qu'à ce moment-là, je t'avais dit, cher auditeur, que je viendrais plus souvent, un peu seule, et finalement, nous sommes le 8 juillet, et c'est ma 2e émission en solo. Je te dis belle soirée à toi et belle écoute à toi, en direct ou en replay. Ce soir, j'ai envie de te parler de quelque chose encore qui est important pour moi. C'est ce que j'appelle, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec les syndromes, celle-ci? Le syndrome du sauveur, ou plutôt le mode sauveur. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant d'observer chez soi et chez les autres aussi, à quel point on peut prendre une position dans nos relations avec les autres. Ce que je te partage à chaque fois, je tiens à le répéter, c'est vraiment mon prisme. C'est ma vérité à moi. Là où j'en suis aujourd'hui de par mon expérience et mes connaissances en tant que coach. Donc systématiquement, tu prends ce que tu as envie, besoin de prendre, ce qui résonne pour toi. Le reste, on ne cherche rien à comprendre, on laisse ce qui nous parle pas. Et puis peut-être que tu auras l'occasion de réécouter l'émission et ça te parlera à un autre moment. D'ailleurs, je t'invite à retourner sur le site de Radio Grand Lac et peut-être écouter les précédentes émissions que j'avais fait, que ce soit avec des invités ou seul. Alors, cette émission va être en plusieurs étapes et la première, c'est déjà de définir, pour moi en tout cas, c'est quoi un sauveur? D'ailleurs, je te la pose la question. Est-ce que tu as déjà identifié ça chez toi? Est-ce que tu te retrouves dans ce fameux mode du sauveur, de la sauveuse? Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à trouver des solutions aux autres, alors même qu'ils n'ont rien demandé. Et il est là le point. Les autres n'ont rien demandé, mais on se positionne déjà comme étant celui qui va offrir des possibilités, trouver des solutions, permettre de résoudre quelque chose, alors que parfois, il n'y a peut-être même rien à résoudre. Qu'est-ce que ça touche, ce syndrome, ce mode sauveur? Ça n'est pas une maladie, je le répète. Bien, j'ai envie de te dire, ça touche tout le monde, à des degrés différents, évidemment. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'évaluer là où tu en es, toi. Est-ce que tu arrives à l'identifier? Et puis, c'est vraiment, ça pourrait être que dans certaines sphères de ta vie. Ça pourrait être typiquement que, par exemple, je cherche à tout le temps sauver mes enfants ou certains amis. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu te positionnes pas comme ça avec tout le monde, mais que manifestement, il y a des personnes, c'est toujours dans cette posture-là, c'est toujours cette posture-là que tu vas prendre avec eux. Pour quelle raison on fait ça? Déjà, j'ai envie de te dire, c'est ce sentiment de se sentir, c'est ce sentiment d'utilité, de sentir qu'on contribue à l'autre, de mettre un peu sa pierre à l'édifice, de contribuer au bonheur ou à l'épanouissement de l'autre. Pourquoi c'est essentiel de l'identifier? C'est parce qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Par exemple, ça pourrait être en conseillant un ami ou une personne qui n'a rien demandé à la base, qui vient simplement partager quelque chose avec toi. Elle pourrait se sentir dévalorisée par le fait que même si tes conseils sont bien intentionnés, ils n'ont pas été réclamés. Et la petite voix dans sa tête pourrait être quelque chose comme de l'ordre de ok, c'est bien gentil, mais quand tu es en train de me dire ça, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je sais pas suffisamment faire tel que je fais? J'étais juste en train de te partager quelque chose, une émotion, et toi, tu es en train de me dire que c'est comme ça, qu'il faut, que je devrais. Donc, il y a à la fois ce sentiment de je suis pas assez, si on vient tout de suite se positionner en allez, viens, je t'extrais de l'endroit où tu es et je vais trouver tes solutions, ou de se sentir aussi jugé, si j'étais à ta place, ou tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, blablabla, et qui correspondent en général à nos propres projections sur l'autre. Quand on est dans cette position-là aussi, c'est nos propres peurs qu'on envisage et qu'on projette sur l'autre et qui font qu'on se met aussi dans cette posture-là. J'avais envie de te faire un focus un peu particulier, ou plus précis, on va dire, par rapport à ce mode de sauvetage qui est parfois je sauve les autres des émotions inconfortables.
quand j'ai peur de blesser quelqu'un, c'est beaucoup vis-à-vis des enfants. D'ailleurs, je voulais prendre cet exemple-là, mais tu pourras l'identifier vis-à-vis de ton conjoint, ta conjointe, tes amis en général, c'est des gens qui nous touchent, des gens qu'on aime. Et en fait, on est en train de se dire, waouh, quand je vois que la personne se sent pas bien, moi, tout ce que j'ai envie, j'aime tellement l'autre, je lui souhaite tellement le meilleur, je souhaite tellement que il ou elle aille bien à tout prix, que je vais faire en sorte de la sauver de cette émotion inconfortable et de la ramener directement dans quelque chose que je considère comme étant bon pour elle, comme étant confortable. Et pourquoi je parlais des enfants ? C'est parce que bien souvent, et tu pourras te poser la question pour toi, peu importe l'âge qu'ont tes enfants, moi je me suis fait un petit peu ce retour sur moi-même il y a quelques temps, bien souvent, au lieu de leur permettre de laisser de la place à leur inconfort, ce qu'on cherche à faire, c'est tout de suite compenser, c'est tout de suite leur dire « Ah, tu te sens pas bien, tu as vécu quelque chose de désagréable, tu t'es senti par exemple rejeté par des copains, par des amis, pour prendre cet exemple-là, et bien plutôt que de lui laisser traverser ça, on va tout de suite essayer de combler, lui dire oui, mais c'est pas grave, tiens, viens, je vais te changer des idées, tiens, viens, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, on squeeze cette étape qui est nécessaire d'accueillir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc on peut avoir tendance à vouloir vraiment faire basculer immédiatement dans un sentiment agréable. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie tout simplement le signal que vivre de l'inconfort, c'est pas une bonne chose. En gros, c'est binaire. Émotion agréable, c'est bien. Émotion désagréable, c'est pas bien. Et c'est sans doute parce qu'on l'a appris nous-mêmes. Je te parle de ça, je te parle de encore une fois, de ma propre expérience et de la façon dont j'ai élevé mes enfants en me disant, oh là là, mais moi, je les aime tellement, je veux les protéger de tout, je veux pas qu'il leur arrive des choses qui soient mauvaises, donc je vais m'assurer de leur donner un maximum de choses dans la vie pour qu'ils soient préservés, mais en les laissant pas affronter, traverser ce qui se passe sur leur propre chemin, on les prive justement de s'équiper pour pouvoir y faire face, parce qu'on est bien d'accord qu'à un moment, ils grandissent et ils partent du nid, et tout ce qu'on leur a pas appris avant, ils vont se le prendre de plein fouet tout seuls. Donc, pour moi, c'est devenu tellement évident que je faisais exactement l'inverse de tout ce qui pouvait être bon et juste pour eux. C'est-à-dire les laisser pleinement là-dedans, quoi. C'était leur montrer que cette émotion qui est pas confortable du tout, qui est désagréable, c'est un vrai signal. C'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre sur soi. Et le soi, j'insiste, c'est moi je peux pas comprendre pour l'autre. On a beau se dire de notre propre expérience, on peut partager quand on nous le demande, j'insiste là-dessus. Mais on ne peut pas comprendre, on n'est pas l'autre et on a chacun nos propres clés, nos propres ressources qui diffèrent les uns des autres. Et ça, c'est essentiel de comprendre que, au lieu de les encourager à comprendre ce que cette émotion vient leur dire, on va plutôt les emmener dans de la résistance, par exemple. Tu n'écoutes pas ton émotion parce que je te fais basculer très vite, j'essaye de t'extraire vers du bon pour toi. En faisant ça, je résiste à l'émotion puisque je n'ai pas le temps de l'écouter, je n'ai pas le temps de l'accueillir, je ne sais pas ce qu'elle veut me dire, et hop, je passe à autre chose. Voire même, je suis carrément dans le déni, c'est-à-dire je ne me laisse même pas une demi-seconde, je vais immédiatement compenser. Donc on prive vraiment l'enfant de se créer son propre cadre de sécurité et en voulant le faire rentrer dans le nôtre. Parce que là encore, on va se dire, ce qui a fonctionné pour nous, c'est ça, alors je délivre ça à mon enfant. Mais est-ce que ça a vraiment fonctionné pour nous ? Est-ce qu'on n'est pas en train tout simplement de répéter un schéma qui est je ne rentre pas dans ces émotions-là parce qu'elles me font peur, ces émotions qui ne sont pas confortables. Donc on lui prive de ce qui est bon et juste pour lui et non pour nous. Ce qui pourrait être juste et bon pour nous sur l'instant, c'est peut-être de le réconforter, sauf que ce qui est juste et bon pour lui, c'est traverser ça pour qu'il trouve ensuite ses clés et pouvoir se mettre en sécurité tout seul. Et là où je voulais en venir, qui était aussi important de partager, c'est que c'est aussi lui faire confiance à cet enfant, à cet ami, à ce conjoint, dans sa faculté à découvrir ses ressources et ses besoins.
et à exprimer sa propre sensibilité, puisque on est tous différents face à ça. Ce qui marche pour moi ne marche pas pour toi. Et c'est en ça qu'on a tous notre propre vérité et nos ressources. Et qu'est-ce qu'on transmet également quand on laisse pas l'enfant accueillir, traverser tout ça, toutes ces émotions inconfortables, ou voire même ses amis. Pour moi, on transmet également de la dépendance. Ça veut dire, j'ai besoin de l'extérieur pour me sentir bien. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés ou quelque chose pour compenser. Quand systématiquement on emmène l'autre vers « Tiens, regarde pas là, mais viens regarder là. Là, c'est plutôt chouette, tiens, viens voir. » Là, on va systématiser ça et on va se dire « Ah, bah alors pour me sentir bien, je vais avoir besoin d'une personne, ou alors je vais avoir besoin toujours de cette personne d'ailleurs, ça pourrait être toujours la même, ou alors je vais avoir besoin de compenser par tout un tas d'autres mécanismes que ton cerveau aura capté comme étant « Ah, il y a un signal d'alerte, ouf, je suis en danger, bing !» Moi je prends toujours ce parallèle-là. Je vais prendre un morceau de chocolat et puis ça va aller bien mieux. Et grâce à ça, en fait, j'ai résolu le problème. Sauf qu'on n'a rien résolu et qu'on sait très bien que l'émotion, si elle n'est pas écoutée, eh bien, elle revient frapper un petit peu plus fort à la porte. Jusqu'à ce que ça devienne beaucoup plus difficile au lieu de se laisser pleinement traverser, puisque une émotion, elle n'est pas nous, ce n'est pas soi. Une émotion, c'est vraiment quelque chose qui traverse. Et plus on lui laisse de la place et de l'espace, plus vite, eh bien, elle traverse et on se rend compte que finalement, c'était pas si laborieux que ça, cet inconfort. Donc, il y a aussi une forme d'infantilisation, hein. Le manque d'autonomie. Alors, je sais, tu vas me dire, oui, mais justement, c'est des enfants. C'est nous qui les élevons. Je t'invite à regarder à quel point ils t'élèvent toi aussi de l'autre côté. C'est pas parce qu'on est le parent et l'enfant, qu'il n'y a pas un rapport d'équilibre et il n'y a pas une relation saine à remettre vraiment au centre. Et pour éviter de tomber dans ce schéma, maman, papa, j'ai besoin de toi, je manque d'autonomie, parce qu'on souhaite tous que nos enfants soient autonomes, ça va être lui redonner sa part de responsabilité. Donc on peut, en tant que parent, oui, savoir des choses pour lui, parce qu'on a l'expérience, etc. Mais le priver de vivre sa propre expérience, et en tout cas au moins d'expérimenter ce que signifient les émotions, ce que c'est déjà qu'une émotion, et ce que signifie une émotion inconfortable, là, c'est à mon sens quelque chose qui est très pénalisant pour le chemin et l'évolution de l'enfant. Alors, la question que j'ai envie de te poser là maintenant, puis après on fera une courte pause, c'est qu'est-ce qui fait que tu crois que l'autre n'a pas suffisamment de pouvoir personnel pour s'en sortir vis-à-vis de ses émotions désagréables? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en l'autre pour trouver ses propres clés? Alors là, je sors de l'exemple enfant, mais je suis toujours focus sur ces émotions inconfortables. Et comment, et on abordera juste après la pause musicale, comment sortir de cette position de sauveur. Mais je vais te laisser cette courte pause musicale pour à la fois écouter la musique, mais également répondre à ces questions. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue à toi si tu nous rejoins pour cette deuxième partie, et puis pour toi qui m'écoutais juste avant, on va continuer. Donc je parlais du mode sauveur, qui est un thème qui est un grand mot, d'ailleurs. Le mode sauveur, souvent j'entends autour de moi « Non, mais je suis pas sauveuse ». Et en fait, c'est très subtil. On y bascule très facilement, très simplement. Et comme je le disais dans la première partie, ça impacte tout le monde. Tout le monde dans une des sphères de vie, des fois dans plusieurs sphères de vie. C'est pour ça que je parlais de curseur et de degré, à quel point tu te sens concerné par ça. Mais c'est important première étape, de l'identifier surtout. Et ça passe par l'observation de soi. La question que je posais juste avant, à laquelle je suis sûre que tu as répondu, c'est qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu n'as pas confiance en l'autre pour qu'il puisse trouver ses propres clés? Et comment, bien sûr, on peut sortir de cette posture, de cette position de sauveur? Alors, moi, la première étape, la chose que j'invite à faire, c'est de faire un face-à-face avec soi-même.
Parce que si j'ai pas confiance en l'autre à trouver ses propres ressources pour faire face à cet inconfort, il se peut bien que j'ai moi-même pas bien confiance en mes propres ressources à traverser mes propres inconforts. Et ça, ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'observer en toute authenticité, vis-à-vis des situations quotidiennes, sur des choses toutes simples, non pas pour se juger, mais par curiosité, pour évaluer, tiens, c'est intéressant, je suis en train de me voir dire, faire ça. Est-ce qu'à un moment donné, je me suis mise dans cette position ? Est-ce que ça me fait penser là à quelqu'un particulièrement ? Comme je l'évoquais juste avant, je prends souvent l'exemple des enfants, mais il peut y avoir un ami où c'est systématiquement comme ça aussi. Donc demande-toi et pose-toi cette question. Est-ce que moi-même, à quel degré, on va dire, sur une échelle de 1 à 10, j'ai confiance en mes propres ressources, à trouver ou à puiser ou à solliciter mes propres ressources quand je traverse des inconforts. Parce que tu verras que ça a un vrai lien avec, ok, si j'ai confiance, moi, dans toutes mes ressources, que je les active, je les actionne à chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable, alors je vais avoir plus facilement confiance en l'autre pour que lui aussi, il sache trouver ses propres ressources. Donc ça, c'est le point numéro 1 et le point clé pour moi. La deuxième partie, le deuxième point, je dirais, c'est quand une personne vient partager quelque chose, déposer quelque chose, c'est de le laisser se déposer et de l'accueillir avec ses émotions telles qu'elles sont. Et plutôt que de soit minimiser, parce qu'on va se dire « Oh, mais non, mais regarde, c'est pas si mal, regarde, t'es quand même pas mal, au final, il y a ça, oh, tiens, t'inquiète, c'est pas grave », au lieu de minimiser, parce que finalement, si la personne se sent pas bien, eh ben, elle a le droit de se sentir pas bien. C'est soit on minimise ou voire même on renie l'existence, ben ça va être « Ok, c'est là ». Et on bascule plutôt dans un questionnement. Alors ça, c'est vrai que pour moi, c'est assez facile puisque c'est mon métier. Mais plutôt que de vouloir trouver et des solutions pour l'autre, c'est simplement écouter ce qu'il a à dire. L'écouter dans son inconfort et l'aider à traverser ça. Dans le silence, chose qu'on n'apprend pas forcément non plus. La troisième étape, ça va être de demander sa permission. Et oui, et ça c'est quelque chose qu'on oublie très facilement puisque comme on veut aller vite ramener la personne dans le confort, dans quelque chose qui va être bon, qui est bien, parce qu'on aime bien ça, ça nous fait peur sinon, on oublie de demander la permission. C'est la question, toute bête, mais as-tu besoin d'aide en ce moment quand la personne vient vous partager quelque chose ? Et si oui, de quelle façon ? Parce que là aussi, c'est chouette de demander de l'aide, mais parfois on se trompe d'aide. On a besoin d'aide de professionnels. Ça peut être, alors ça peut être tout simplement l'aide. Ça va être, non. Déjà, ça permet à l'autre de conscientiser ce dont il a besoin et il pourra l'exprimer en toute sécurité. J'ai simplement besoin que tu m'écoutes. Ou alors, oui, j'ai besoin d'aide extérieure. Je sens que je patauge. Et la réponse, c'est pas toujours vous qui l'avez. Et on peut faire encore une fois plus de mal que de bien à emprunter une casquette qui n'est pas la nôtre. Donc, arriver à aider la personne en la dirigeant, en la guidant vers une ressource extérieure, celle qui pourrait être la plus adéquate, c'est la seule façon, c'est de demander, ok, toi, là où t'en es aujourd'hui, de qui ou de quoi tu penses que tu aurais besoin. Donc vraiment de l'accompagner là-dedans. Et aussi de lui donner cette autorisation, parce que demander de l'aide, ce n'est pas toujours évident, en fonction de son vécu, de son passé, de son expérience, de son éducation. Donc de lui, quelque part, de lui dire, merci de ton partage, et si tu as besoin d'aide, vas-y, quoi. Et on a besoin d'être soutenu. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que bien souvent, ça va s'arrêter au stade de « j'ai juste besoin d'être écouté, j'ai juste besoin d'être entendu, d'être reconnu dans ma difficulté, dans mon mal-être. » Et ça, mais on enlève un poids qui est dingue, qui est fou, qui est peut-être même bien plus puissant que de passer sur des options ou des solutions qui vont pas du tout être adaptées pour la personne. Parfois, vous allez tomber juste, mais parfois non. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on peut entendre « moi, je comprends pas, les gens écoutent pas mes conseils. » Oui,
Et déjà, il y a notre libre arbitre. On aime bien pouvoir nous-mêmes savoir qu'on a trouvé la solution. Et donc, c'est inviter cette personne à trouver ses solutions pour qu'elle les applique. Sinon, le décalage, il peut être là aussi. Et puis, un des points aussi, c'est de stopper le fantasme de vouloir déjà soi-même aller bien tout le temps et de vouloir faire en sorte que les autres autour de vous, ceux que vous aimez, aillent bien tout le temps aussi. C'est pas ça qui compte, en fait. C'est pas le fait déjà, on peut pas. En tant qu'être humain, on peut pas être toujours bien. Et c'est justement l'intérêt. C'est que quand on n'est pas toujours bien, ça démontre un réajustement à faire. Ça nous apprend quelque chose sur nous, sur les circonstances extérieures, sur les gens, sur le monde. Et si on n'avait pas ce signal-là, on n'aurait pas l'opportunité de se dire « Ah, il y a un truc qui va pas là, qu'est-ce que c'est ?» Et de se poser les bonnes questions. Et non pas n'importe quelle question, mais se poser les bonnes questions. Ça signifie se mettre sur pause. Donc, encore une fois, c'est pas d'aller bien qui compte. C'est de comprendre ce qui se cache derrière le message de l'inconfort. Et c'est surtout comment je sais calmer mon système nerveux et comment je sais me remettre en sécurité, comment je sais me rassurer. Je ne sais pas si tu vois la nuance. C'est pas d'aller bien qui compte. C'est de savoir que quoi qu'il se passe, tu sais te mettre en sécurité, tu sais calmer ton système nerveux, tu as les ressources pour te sentir beaucoup plus légère. Et ça, la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Donc, ce qui se passe quand on cherche à sauver l'autre, c'est le fait que c'est en fait notre propre peur de ne pas savoir gérer l'inconfort qui traverse l'autre. Ça, s'il y avait quelque chose à retenir particulièrement, c'est de te demander quand je cherche à tout prix parce que j'ai peur que l'autre soit blessé, j'aime pas quand l'autre est pas bien. De quoi j'ai peur vis-à-vis de moi, en fait? Est-ce que j'ai peur de comment moi je régule mes propres émotions face à quelqu'un qui ne se sent pas bien? Ça, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Ça parle de nous. La première étape, c'est oui, mais l'autre, je l'aime, je veux pas qu'il se sente mal. D'accord. Mais pour quelle raison? Si tu as les ressources et la confiance que tu sauras, quoi qu'il se passe pour l'autre, réguler tes propres émotions dans les projections que ça fait pour toi, tu es beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé et tu cherches moins à le sauver parce que tu te sens moins dans l'impuissance. Donc c'est encore une fois, c'est pas tant que la personne souffre qui est difficile en fait, c'est ce que cela renvoie chez toi quand l'autre souffre. Et quand tu as la réponse à cette question, et je te la pose, tu peux prendre un exemple dernièrement où ça a été difficile pour toi de voir une émotion très désagréable chez un de tes proches. Demande-toi, qu'est-ce que c'est venu renvoyer chez toi? Et quand tu as la réponse donc à cette question, tu sais exactement ce que tu as besoin d'aller regarder chez toi pour le régler. Ça passera toujours par toi. C'est un vrai chemin d'apprentissage, ce que je te partage là. C'est assez intense et doux à la fois, mais ça change tout dans la relation à l'autre parce que, déjà à l'autre et à soi aussi, pour avoir une relation plus équilibrée, plus saine et plus fluide. C'est nécessaire, c'est même précieux de faire ce chemin-là et de commencer par l'observer. Et c'est en ça que j'accompagne les femmes sur ce chemin pour retrouver de la sécurité, de la paix intérieure et avoir des relations saines et fluides avec soi et avec les autres. Voilà, j'espère que cette émission t'aura plu. Je t'invite à la réécouter quand elle sera disponible en podcast d'ici quelques jours. En attendant, je te souhaite une belle soirée et à très bientôt. Radio Grand Lac.